Je vais mettre le... Bonjour Naïs, Bonjour Marie-Rose. comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Oui, aussi, très très bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une investigation. C'est la numéro 286 et il s'agit du premier protocole sur ce cycle d'investigation. Comme tu le sais, cette investigation est menée dans plusieurs pays par plusieurs binômes. Elle est en général publiée, toutes les sessions d'investigation sont publiées le mardi soir. Elle se compose d'une partie fixe avec des questions prédéfinies dans lesquelles je ne pourrai pas approfondir les éléments que tu auras à rapporter et une partie libre où je pourrai donner libre cours à mes questions à partir de ce que tu auras recueilli, bien évidemment. Et confirme-moi, Naïs, que tu ne connais pas le sujet de cette investigation. Je te confirme. Bien. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Voilà, que c'était possible de sponsoriser des opérateurs. Je ne sais plus quelle est l'adresse d'ailleurs pour le faire, mais voilà, si des gens ont envie de sponsoriser des opérateurs, voilà, qu'ils se manifestent, voilà. Es-tu prête pour partir en voyage avec cette investigation, Naïs? Oui, Un petit décompte de 3 te conviendrait? parfait. Oui. Bien. Alors ferme les yeux, installe-toi et prends une profonde inspiration. Et à l'expiration, Naïs, tu vas relâcher toutes les tensions dans le corps et vider ton esprit. Et je t'accompagne dans la détente avec un décompte de 3 à 1. 3, 2, Comment te sens-tu, Naïs? Très bien. Alors on peut démarrer. À mon 3, observe si les animaux ont leur propre forme de conscience. Un, 2 et 3. Là, ce que je perçois, c'est que ça dépend des espèces. Mhm, Je vois plusieurs espèces, tu vois. mhm. Et ce que je perçois aussi, c'est que ça dépend. euh, alors, ce qui résonne là, c'est que ça dépend du niveau de conscience. Mhm. Ok. Ouais, alors ce qui arrive là, tu vois, par rapport à ça, c'est comme s'il y avait pour certains une, une conscience plus individuelle Mhm. et pour d'autres comme s'il y avait une conscience collective qui était divisée en plusieurs consciences, tu vois, mais Tu peux reliées à préciser? cette... Comme s'il y avait, par exemple, là, tu vois, je vois une espèce, c'est des gorilles. Mhm. Comme s'il y avait une conscience collective qui s'appellerait gorille, par exemple, tu vois. Ok. Euh, et, euh, et plusieurs consciences qui habitent chaque partie physique, qui sont reliées à cette conscience-là. D'accord.
Ok, on ira regarder ça. D'autres informations qui te parviennent, Naïs? Non, pas Ok, pour le moment. bien, on passe à la question suivante. Observe maintenant sur le plan métaphysique s'il existe une conscience formée par tous les animaux de la Terre et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Un, 2, 3. Souhaites-tu que je répète la question? Non. Ok. Là, ce qui est venu tout de suite, c'est j'ai pris de la perspective Mhm, pour, euh, pour voir entièrement la Terre, tu vois. mhm. Et ce qui a résonné très fort pendant que tu parlais là dans ta question, euh, c'est le mot égrégore, tu vois. Comme s'il y avait un égrégore en fait, pas forcément une conscience commune à tous les animaux, mais un égrégore commun. Ok. Et quelle est l'information, juste pour préciser, l'information de cet égrégore, la plus présente en tout cas? Les comportements instinctifs et qui distinguent chaque espèce l'une de l'autre. Ok, très bien, parfait. D'autres informations sur le plan métaphysique et sur une conscience possiblement formée par tous les animaux? Ben là, je vois cet égrégore, tu vois, et dedans, ce que je perçois, c'est conscience collective qui Mhm, forment plein de petites consciences, tu sais, comme je t'ai dit tout mhm. à l'heure pour les gorilles, ou alors des consciences qui sont plus individualisées, mais qui sont toutes reliées à cet égrégore-là. Ok, tous les animaux donc. Oui. Très bien. On passe à la question suivante, Naïs. Que perçois-tu lorsque tu compares la conscience animale et la conscience humaine? Alors, pour la conscience animale, il y a cette conscience collective qui est beaucoup plus, enfin, qui est présente, Mhm. alors que la conscience humaine est, individuelle et unique dans son essence. Ok. D'autres choses? Non, pas par rapport à ça. Après, il y a ce qui apparaît, c'est autre chose, tu sais, par rapport à ce qui peut être au corps énergétique ou pas. Vas-y, dis-moi. Il y a ce que je perçois là, c'est qu'il n'y a pas le même fonctionnement. Il y a, tu sais, je vois les chakras sur la partie physique, sur Mhm. une partie physique, et sur les animaux, ben, je vois qu'il y en a beaucoup plus, et situés à d'autres endroits. Il y en a qui sont pareils, tu vois, au même endroit, sur Mhm. la colonne vertébrale, et puis il y en a qui sont situés ailleurs dans le corps, en fait. Mhm. Ça, tu parles du plan physique ou du plan éthérique? Ça, c'est ce que je vois là, c'est le plan physique. Ok. Si tu regardes sur le plan éthérique, y a-t-il des choses aussi qui sont diverses en dehors de la conscience collective et si tu compares avec la conscience, les consciences humaines? Là, j'ai une conscience animale et une conscience humaine. Et ce que je perçois, c'est que dans leur fonctionnement Mhm. éthérique, Mhm.
il n'y a pas de différence. C'est au niveau. Là, ce que je voyais, c'était plutôt au niveau physique et énergétique, tu vois. Ok, très bien. Question suivante. Les animaux ont-ils un bagage karmique? Alors là, quand tu dis karmique, ça résonne pas. C'est comme si ça résonnait. Euh, ah voilà, c'est ça. Oui, parce que ça résonne comme si c'était une création, tu sais, qui n'était pas Mhm, euh, une création. Alors, ce que je perçois là, c'est ce qui vibre, c'est une création matricielle. Comme si c'est de la matrice, tu vois. C'est ça qui mhm. résonne. Voilà. Mais en quoi Et qui, c'est lié aux animaux? C'est une création matricielle oui, ben exactement comme peuvent le vivre humaine. les consciences humaines, tu vois. Mhm, Donc, ils peuvent aussi avoir ce genre de bagage-là, karmique, et mhm, qui peut être, enfin, qui est très lié à des croyances mhm, ou à des interférents. mhm. Très bien. Ok. D'autres informations sur le possible bagage karmique? Non? Non. Ok. On passe à la question suivante, Naïs. Existe-t-il ou peut-il exister des liens karmiques entre certaines personnes et leurs animaux? Alors, ce qui vient tout de suite, c'est oui. Mhm. Et je vois différentes lignes de temps, tu Dis-moi. vois. Ben, ligne de temps d'une conscience humaine et Mhm. une ligne de temps d'une conscience animale. Mhm. Et je vois comme si il pouvait y avoir des liens entre, tu vois. Mhm. Quel genre de lien tu peux préciser? C'est des liens émotionnels qui sont Mhm. liés à des vies communes. Alors, ça peut être très positif, comme Mhm. de l'amour, de la joie, et ça peut être aussi de la souffrance, de l'abandon, Mhm. rejet. Ok. D'autres informations, Naïs? Non. Bien. Question suivante. Les animaux sont-ils soumis au cycle de la réincarnation? Oui, la réponse qui est venue tout de suite, c'est oui. Mhm. Tu peux en dire un peu Et, plus? et je vois que c'est comme que ça rejoint le karma, Mhm. tu vois. Euh, Comme si elle aussi, ces consciences animales, elles pouvaient, à différentes, alors ce que je vois, c'est à différents degrés, Mhm. en fait, qu'elles soient plus individualisées ou pas, ça dépend. Mhm. Et elles peuvent être mises aussi dans des cycles de réincarnation, mais elles y sont, à ce que je perçois, c'est ce qu'elles y sont projetées Mhm. euh, par des interférents, Mhm. parce qu'elles sont pas libres. Mhm. Ok. D'autres informations sur le cycle de la réincarnation pour les animaux? Non? Non, je vois que ça peut être, ce que je percevais, tu vois, là, c'est que ça peut être vraiment
très similaire au cycle de réincarnation d'une conscience humaine et qui est interférée aussi. Mhm. Très bien. Et dernière question, avant de passer à la partie libre. Les animaux peuvent-ils être manipulés et utilisés par des extraterrestres, des entités ou des consciences externes pour interagir avec le monde humain? Qu'en perçois-tu? Alors là, ce qui est venu tout de suite, c'est comme si une conscience était possédée, tu vois, c'est le mot qui vient, Mhm. par, Conscience par animale, une... hein? Oui, oui, oui. Conscience animale par une entité. Par contre, par rapport, quand tu as dit extraterrestre, ça a pas résonné. Et en quoi la question précisément, c'était comment peuvent-ils être utilisés ou manipulés, les animaux, par des entités, des interférents, on va dire, pour interagir avec le monde humain? Alors là, ce que je vois, c'est qu'ils peuvent être... là, je suis un chat. Mhm. Et en fait, ce que je vois, c'est que ce chat, il est interféré par une entité qui est aussi avec sa maîtresse. Ok. Et en fait, l'entité interfère aussi ce chat, manipule aussi ce chat pour créer des difficultés à cette conscience humaine Mhm. en manipulant la conscience de ce chat. Ok. On va Donc, elle les rester, tient toutes les deux. on va rester C'est sur ça que je cette vois. question, puisqu'on est maintenant dans la partie libre. Si tu prends une perspective un peu large, plus large, là, on était sur une situation où tu dis que le chat est interféré et c'est un moyen aussi d'agir sur la conscience humaine. Si tu prends une perspective plus large, que perçois-tu justement dans les différentes manières, ou en tout cas pour les consciences animales qui sont utilisées à des fins d'interaction avec le monde humain, si tu prends une perspective plus large? Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Oui, je me suis un peu j'ai un peu trop détaillé. La question, pour faire plus simple, si tu prends une perspective plus large sur cette même question de l'utilisation des consciences animales pour interagir, observe les différentes façons utilisées pour interagir avec les humains, qui peuvent être utilisées, donc les différentes manières. C'est plus clair, Anaïs, la façon Oui, dont je l'ai formulé? oui. En fait, c'est parce que au fur et à mesure que tu parlais, je percevais beaucoup d'informations. Dis-moi, qu'est-ce que tu Euh, percevais? bah, en fait, c'est exactement ce qui vient, Mhm, même la deuxième fois, tu vois. Je vois des consciences animales qui sont utilisées pour attiser, enfin, euh, ce qui est attisé chez elles, c'est la colère, la peur, pour interagir de façon négative mhm, euh, sur l'être humain ou avec l'être humain. mhm. Est-ce que donc il s'agit plutôt d'animaux dits domestiques? Alors là, pas du tout. Là, ce que j'ai perçu, euh, c'est des mammifères. Alors, c'est un tigre. Et là, depuis tout à l'heure, je perçois des abeilles. Ok. Et qu'est-ce que tu Et perçois c-
ben, c'est comme s'ils étaient utilisés comme des outils pour... alors, ce que j'entends, c'est mettre des bâtons dans les roues, en fait. Mhm. Euh, Ce que je perçois, c'est ils sont utilisés comme des instruments Ok. Pour venir contre, contre des êtres entraver. humains. Ok. Ouais, Ok. ouais, ouais. Je vois Très des bien. animaux marins aussi. Qui sont interférés? Oui. Et tu vois, encore une fois, ce que je perçois, c'est que ça dépend du niveau de conscience. Alors justement, j'allais y venir. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une conscience animale acquiert ou évolue avec un niveau de conscience plus ou moins élevé? Regarde l'évolution, prends la perspective, regarde les consciences animales et dis-moi comment elles évoluent en termes de niveau de conscience, même si le mot niveau de conscience, il n'est pas très... En tout cas, en conscience. Comment elles évoluent en conscience. Observe ça et dis-moi. Alors, ce que je perçois, c'est que ça dépend de leurs expériences de vie, ces Mhm, consciences animales. mhm, Qu'est-ce qu'elles ont expérimenté avant? Est-ce mhm. qu'elles ont expérimenté d'être euh, un autre animal, d'être une conscience humaine, d'être une plante, d'être dans quoi elles se sont, elles ont choisi de s'incarner, dans quelle partie physique OK. ou pas d'ailleurs. Et qu'est-ce qui va favoriser une, une- un plus grand niveau de conscience, ou en tout cas un niveau de conscience plus développé? J'aime pas bien le formuler comme ça, mais Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est vraiment leurs expériences de vie, ce qu'elles en ont retiré comme connaissance et comme information, ce qu'elles ont choisi de garder ou pas, ce qu'elles choisissent d'expérimenter par la suite, si elles sont OK. libres ou interférées. Et OK. ce que je perçois, c'est qu'il y a quand même, ben, tu vois, depuis le début, c'est ça qui résonne beaucoup, c'est qu'il y en a qui sont euh, plus, des consciences plus individuelles que d'autres. OK. Très bien. Et donc c'est là où on va aller approfondir un peu plus. Qu'est-ce qui fait que donc tu avais observé qu'il y avait une forme de conscience collective divisée en plusieurs petites consciences, Ouais, hein? oui. Euh, Qu'est-ce qui amène une conscience animale dans cet ensemble collectif à s'individualiser justement? Ce que je Observe ça. perçois, Hmm. ce que je perçois, c'est que c'est une volonté de la conscience. Ok, qu'est-ce qui l'amène dans cet élan, en fait, d'individualisation? Alors là, j'en vois plusieurs, donc je vais en choisir une, hein. Ouais. Euh, donc, ce qui l'amène à cet élan d'individualisation, c'est ce qu'elle a pu observer des êtres humains, par exemple, ou Mhm, d'autres consciences animales, les informations, les connaissances qu'elle a pu en retirer, mhm. sa curiosité à vivre des expériences diverses et variées. Mhm. Et je Et, vois aussi que ça dépend de ses expériences passées aussi. ok, en termes du coup, maintenant en termes énergétiques, quand tu observes une conscience animale dans cette conscience un peu collective, qui évolue vers une conscience plus individualisée, quels sont les changements au niveau énergétique?
que tu peux observer? Alors, ces corps énergétiques deviennent beaucoup plus euh, comme s'ils s'expansaient beaucoup plus. Mhm, Ce que je vois, c'est qu'il y a plus de circulation dans chaque corps énergétique, comme si ça circulait beaucoup plus vite. mhm. Ok. Observe, par exemple, dans une conscience animale, peu importe, comment est le corps mental? Une conscience animale qui s'est individualisée ou Pas pas? encore, pas Pas encore. encore. Comment Alors, est son corps mental? le corps mental, il est bleu, mais il est, bon, il est terne. Il est pâle, quoi, Décidément, décidément. le terne nous poursuit. C'est ça, Naïs. c'est ça, effectivement. Alors, on va partir de ce point-là de terne, et regarde-le évoluer dans l'individualisation et dis-moi comment ce corps mental évolue plus il va s'individualiser. Alors, je vois qu'il s'expanse. Il devient Mhm, beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Et la dynamique à l'intérieur est différente. Toi, c'était, les mouvements étaient plutôt lents. mhm. Et là, je vois que les mouvements sont rapides et la couleur devient beaucoup plus vive. Donc c'est moins terne. Ouf, oui, C'est même plus du tout terne. c'est ça, c'est Ok. ça. Oh, on va faire la même chose avec le corps émotionnel d'une conscience animale qui n'est pas encore individualisée vers cette individualisation. Observe ça. Alors là, pareil, le corps émotionnel de cette conscience, il est euh, rouge, mais presque rose, tu vois, enfin pâle, Tu tu vois. observes quel animal? C'est le même que tout à l'heure? Oui, c'est un Dis-moi. tigre. Oh, ok. Continue, je t'en Et prie. c'est pâle, tu vois. Et Mhm, pareil, les mouvements sont lents, comme il y avait un manque de fluidité, tu vois. mhm, Et plus, en fait, cette conscience s'individualise, plus ça devient rapide, il est beaucoup plus grand et c'est beaucoup plus fluide et la couleur est rouge vif. mhm. Et maintenant, on passe au corps sexuel avec le même mouvement d'observation. Alors là, c'est comme si, alors c'est jaune Mhm, et c'est déjà lumineux et c'est quand même assez fluide. ok. Et quand cette conscience s'individualise, plus en fait il s'expanse Oui. et plus il y a comme beaucoup plus de rapidité, Mhm, des mouvements très rapides. mhm. Ok. Si tu observes maintenant le corps éthérique dans son ensemble, de cette conscience animale, encore associée à une conscience collective, y a-t-il une différence dans l'ensemble de son corps énergétique avec celui vers lequel elle va tendre quand elle s'individualise ou pas? À part ce que j'ai noté là, non. Ok. Tu vois pas de différence. Bien. Non. Ok, très bien. Euh, Ce tigre que tu observais, de quelle manière est-il connecté à cet égrégore dont tu parlais
dont l'information qui te venait première, c'était autour des comportements instinctifs. De quelle manière les animaux sont-ils connectés à cet égrégore? Alors là, je vois que celui-là, il est connecté à cet égrégore par son corps sexuel. Ok. Et plus il s'individualise, plus la connexion est fine. Tu vois, ça fait Mhm, comme un fil. mhm. Et plus il s'individualise, plus c'est fin. Ok. Et donc, ce que tu disais dans le mouvement d'individualisation de la conscience animale, il y a la qualité des expériences et quels sont les éléments déjà dont tu faisais part qui vont vers l'individualisation? Les Le- le- expériences. les expériences, les connaissances, la connaissance qu'elle en a rapportée, les informations qu'elle en a rapportées aussi. Mhm, Euh, si elle est libre ou si elle est interférée, mhm. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un animal comprend de l'interférence? ben là, pareil, ça dépend de son niveau de conscience. Peut-il être interféré l'animal par plusieurs consciences interférentes ou pas? Non, là, ce que je perçois, c'est qu'il peut y avoir euh, plusieurs sbires et un seul interférent qui tire les ficelles. Ok, alors les sbires, ils font quoi dans ces cas-là, dans cette situation? Alors là, ils peuvent être directement sur la partie physique, Mhm. Dans quel but? bah, et dans le but toujours de créer des difficultés physiques. Alors là, ce que je vois, c'est des douleurs, Mhm. euh, un handicap Mhm. qui empêche par exemple de courir ou de chercher de la nourriture ou Mhm. quelque chose qui va mettre cette conscience dans un état de stress, d'angoisse, de peur, Mhm. pour pouvoir récupérer toutes ces énergies. D'accord, très bien. Ou alors ils peuvent être aussi sur les corps énergétiques, Mhm. mais directement pour récupérer de l'énergie. Mhm. De quelle manière, y a-t-il d'autres manières pour les interférents, quels qu'ils soient, d'utiliser les animaux? Observe, prends une perspective plus large. Dis-moi. Alors ce que je perçois, c'est que ben, il y a des tentatives pour essayer de contrôler cet égrégore-là et cette conscience collective Mhm. qui s'individualise après, tu vois. Mhm. Alors, il y a des tentatives, mais ça fonctionne pas. Mhm. Ok, très bien. Je voudrais maintenant que tu observes, euh, on était dans ce mouvement d'individualisation, est-ce qu'il amène ou pas les consciences animales à vouloir s'incarner en tant qu'humain? Observe. Alors, il y en a certaines, oui, parce qu'elles ont, soit elles ont déjà eu des incarnations en tant qu'humain et elles veulent retenter une expérience pour expérimenter autre chose, Mhm. soit parce qu'elles ont aussi
vécu déjà des expériences en tant qu'animal auprès de conscience humaine et que c'était des expériences très positives et qu'elles sont curieuses d'expérimenter, de faire cette expérience-là d'être humain. Et puis il y en a pas du tout Ok, parce que ça les intéresse pas ou alors parce qu'elles n'ont pas eu ok. d'expérience positive. Y a-t-il, y a-t-il des interférents? Donc, quand la conscience animale est interférée, imaginons ça. Y a-t-il des tentatives de la part de l'interférent ou des interférents d'incarner cette conscience peu individualisée en tant qu'humain? Observe. Oui, Ok. Dis-moi, quelles conséquences ça a pour cette conscience devenue humaine de ne pas avoir franchi des étapes d'individualisation et de se retrouver dans une incarnation humaine. Observe ça et dis-moi ce que tu perçois. alors ce que je perçois, c'est qu'au niveau éthérique, il y a énormément de bouleversements dans les corps énergétiques, Quel genre de bouleversement? comme si ça matchait pas, tu sais. Ouais, Ça s'accorde pas, quoi. Il y a ouais. quelque chose qui va pas. Observe le ce qui va pas justement avec précision, Naïs, si tu peux. Il y a un manque de connaissances, d'expérience qui fait que ça fonctionne pas, c'est pas fluide. Cette partie, cette conscience animale-là, euh, c'est comme s'il lui manquait des éléments pour pouvoir pleinement incarner cet être humain. Mhm. Et si tu observes, quels sont les éléments qui lui manqueraient? Si tu arrives à avoir l'information sur ces éléments-là, justement, qui peuvent lui manquer pour incarner pleinement cette expérience en tant qu'humain. Ce que je perçois, c'est il y a, il y a un processus d'individualisation qui est pas Qui- abouti. Mhm. Du coup, si tu regardes sur, sur les effets de ces conditions-là sur l'incarnation humaine, quels sont les effets justement de ces éléments qui manquent, cette individualisation qui n'est pas allée à son terme en fait naturellement? Qu'est-ce qui peut se produire dans l'incarnation humaine? Alors là, ce que je perçois, c'est un dauphin Ouais. qui est... ah oui. Ah oui, ce que je perçois, c'est que ça provoque une incompréhension. Une incompréhension dans le sens, qu'est-ce que je fais là? Mhm. Euh, je suis pas à ma place. Euh, Donc un il y a, dauphin qui est devenu humain, c'est oui, ça? Ok. oui. Il y a des choses que je ressens profondément qui correspondent pas euh, aux autres êtres humains. Donc ça provoque un sentiment de solitude, d'infériorité, une incompréhension du monde qui l'entoure. Il Mhm. peut y avoir aussi des problèmes physiques.
sur la partie physique. Mhm. C'est comme, tu sais, quand on essaye c'est cette image-là qui vient, tu vois. Quand on essaye de mixer deux trucs qui vont pas ensemble, en fait, ça se mélange pas. Ouais. Ça se mélange pas bien, tu Et vois. quel est l'intérêt du système interférent d'avoir forcé une incarnation humaine pour une conscience animale? Alors, peut y avoir plusieurs choses. Soit c'est à des fins d'expérimentation, Mhm. soit c'est purement pour ce que je perçois là, c'est provoquer de la souffrance pour cette conscience et récupérer toujours plus de matériel énergétique. Mhm. Avec toutes les frustrations dont tu parlais Oui, précédemment. oui, Ok. toutes les frustrations, le mal-être, Hmm. les Le douleurs physiques, décalage. voilà, c'est Hmm. ça. Ok, Et c'est tout. ok. Très bien. Dis-moi comment tu te sens, Naïs. Très bien. Y a-t-il, une question différente, y a-t-il des animaux, des espèces animales qui ont d'emblée un, puisque tu parlais d'un niveau de conscience, d'emblée ont un niveau de conscience un peu plus individualisé déjà, ou pas? Alors, est-ce que tu peux répéter parce que je me suis déconnectée là de cette conscience-là. Du coup, j'ai Oui, pas entendu le début c'est de pas ta grave. question. Respire. Ma question, c'était que tu parlais d'espèces animales, c'est que ça dépendait des espèces animales et tu avais évoqué des niveaux de conscience. Ma question, c'est y a-t-il d'emblée des espèces animales qui ont un niveau de conscience plus individualisé que d'autres? Alors, oui, là, ce que je perçois, c'est que c'est des consciences qui se sont souvent incarnées, qui ont eu d'autres incarnations humaines avant d'être d'être incarnées. Ben là, ce que je vois, c'est un chien, tu vois. Mhm. Donc, il y a eu plusieurs incarnations humaines avant. Il y a eu plusieurs incarnations aussi. Ce que je vois, c'est un humanoïde. Ok. Et je vois aussi, je perçois aussi pour cette conscience-là beaucoup d'expériences sur d'autres planètes aussi. Euh, C'est une conscience libre que tu observes oui, et je vois énormément d'incarnations en tant que... différentes. Oui. Ben, en tant qu'humain, en tant qu'humanoïde, je vois aussi un être bleu sur une autre planète. Mhm. Il y a aussi d'autres expériences animales, mais il y en a énormément. Et tout ça, ce que je perçois, c'est que tout ça, ça amène des connaissances et des informations qui enrichissent son Donc expérience là, on actuelle. est sur sur une expérience particulière. Ma question, Oui, c'était, y a-t-il des espèces qui ont spécifiquement lié à l'espèce un niveau de conscience au-delà du parcours individuel d'une conscience qui a pu être animale, pas animale, à certains moments, sur sa ligne de temps? Si on prend une perspective large, tu mm, prends mm, une perspective large, est-ce que tu dirais qu'il y a des espèces qui ont un niveau de conscience déjà plus individualisé, d'emblée, lié à l'espèce, aux conditions, au fonctionnement de l'espèce? oui. Ok. Là, ce que je vois comme espèce, ce qui apparaît tout de suite, c'est euh, les singes, Mhm, un dauphin, mhm, mais les orques aussi, mhm. baleines.
Qu'en est-il des Ouais. animaux domestiques, par exemple? Chat, chien? Là, ce que je perçois, c'est que ça dépend de leur propre expérience d'incarnation. Mhm. En quoi, justement, alors une question que je trouve, enfin, peut-être de curiosité, mais en quoi le, le lien qui peut être créé entre un animal domestique et l'humain qui s'en occupe peut-il favoriser ou pas euh, le niveau de conscience, enfin, quelle est la spécificité du lien euh, et en quoi il peut servir aussi, bah, l'humain, oui, et l'animal. Observe, en prenant vraiment quelque chose d'un peu large dans ta perspective, Naïs. Alors, ce que je perçois à travers ce lien, euh, c'est beaucoup d'amour, Mm. de l'amour inconditionnel. C'est ça qui résonne en fait. Et qu'est-ce que ce lien d'amour produit pour l'animal dans son contact avec l'humain? Qu'est-ce que ça apporte? Ça lui apporte une confiance. Ce qui vient, c'est confiance, une compréhension plus vaste des autres espèces, Mhm, une envie aussi, parfois, mhm. de choisir cette incarnation par la suite. Ok. C'est comme si, tu vois, je vois plusieurs humains avec un animal domestique. Je vois ce lien entre Mhm, eux, avec les énergies qui circulent. Et je vois que si je me concentre sur l'animal, là, je vois que ce lien, en fait, ça expanse ses corps énergétiques. mhm. Comme si ça les faisait, c'est comme un cœur qui bat, ça fait, tu vois. Oui, oui, oui. Voilà. Très bien. Et c'est très fluide, ça circule bien, tu vois. Bien, parfait. D'autres informations qui te parviennent? Alors, oui, Dis-moi, dis-moi. c'est la télépathie qui me parvient là. C'est-à-dire, Qu'il y a une volonté des animaux qui sont le plus proches de l'homme. euh, alors, souvent, d'avoir un lien télépathique hmm, avec l'humain qu'ils préfèrent. dans quel but? Pourquoi? Là, ce que je perçois, c'est euh, un partage d'informations, une envie de plus de Hmm, communication plus fluide. mhm. Ok. Tu vois d'autres choses par rapport à cette thématique de la télépathie avec, entre l'animal et l'humain? Bah, ce que je vois, c'est que pour l'animal, cette envie de, de télépathiser, je ne sais pas si on peut dire comme ça, Peu avec importe. les humains, Oui, enfin, avec les humains qui préfèrent, ouais. c'est euh, c'est aussi pour renforcer ce lien Hmm, d'amour. hmm. Ok. Alors, ce que je perçois, c'est que cette télépathie, elle est ouverte pour eux,
qu'ils en soient conscients ou pas d'ailleurs. Enfin, conscients ou moins conscients. Je sais pas comment Les dire ça. humains ou les animaux? Les animaux, Ok, qu'elle est ouverte en permanence ok, pour eux et je perçois que pour il y a certains humains, non, pas du tout. ok, très bien. Comment tu te sens, Anaïs? Très bien. Bon, prête à rentrer? D'autres informations éventuellement qui te parviendraient avant qu'on s'en aille? Non. Il pourrait y en avoir plein d'autres, hein, si je pouvais, Oui. j'aurais plein d'autres questions à poser sur ce thème, mais le temps nous est compté. Ouais. Donc on va rentrer si tu es d'accord. Oui. Bien. Déconnecte-toi, Anaïs, complètement de tout, de toutes ces informations, de toutes ces fréquences, de tous aussi, complètement déconnecté. Et tu reviens dans ton corps, ton espace, que tu retrouves avec joie pour finir cette journée. Et dans cet espace, tu y déposes tes fréquences, celles qui te sont les plus douces, les plus agréables. Elles se diffusent dans tout ton corps, tes cellules, tes organes, des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au bout des doigts. Et ça frémit dans tout ton corps, ça revigore tous tes muscles. Tout se met en équilibre parfait. Et tu ressens un bien-être profond, intense, délicieux. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Comment te sens-tu, Naïs? Très bien. Merci, Marie-Rose. Merci à toi pour ce voyage très, très intéressant. Ouais. Ouais, oui, très intéressant. Très Oui, léger en plus oui, comparé à à d'autres certaines. thématiques, ouais, Oui. ouais, Et ouais, puis à certaines fréquences du coup qu'on peut ouais, percevoir, tu vois. oui, oui. Ouais, ouais. Bon, ça change un C'est peu. chouette. Oui. Oui. Merci, au revoir Merci et à toi. à bientôt. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto,
sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali
gli invertebrati, gli insetti terrestri. Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però,
Se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti
su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.